Des milliers d'immigrants vivant en Afrique du Sud ont déserté leur maison depuis des jours, pour cause une recrudescence des attaques violentes. Au Burkina, l'adoption du nouveau code électoral continue de faire des émules. L'ex-ministre Bassolé dénonce des manigances contre le camp Compaoré. Négociations préélectorales avec les acteurs clés de la scène politique en Birmanie. L'opposante Aung San Suu Kyi veut susciter un changement de constitution. Bon réveil à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au Burkina Faso, l'adoption par l'Assemblée intérimaire d'un nouveau code électoral fait couler beaucoup d'encre et de salive. Djibril Bassolé, ex-chef de la diplomatie et candidat vraisemblable, dénonce des manœuvres d'agenda politique. Selon lui, il est question de favoriser les partis au pouvoir de la transition contre l'ex-majorité. Ce texte fait référence à la tentative de révision de la Constitution en octobre 2014 par Blaise Compaoré. Destinée à lui permettre de se maintenir au pouvoir, elle avait provoqué une insurrection populaire et causé sa chute. Djibril Bassolé a été l'un des rares dignitaires de l'ancien régime à ne pas avoir vu son domicile incendié lors des émeutes qui ont conduit au départ de l'ex-chef de l'État. Depuis des jours à Durban, ont fui de leur maison un millier d'immigrants après une série d'attaques violentes. C'est ce qu'a indiqué jeudi la police sud-africaine. La situation est tendue depuis lundi, mais il n'y a eu aucune victime selon la police. Les immigrants africains, pour la plupart, ont été hébergés dans des postes de police et des tentes. Des habitants du grand port sud-africain s'étant jurés de les expulser. Une première vague de violence avait mis à la rue quelques 250 immigrés, pour la plupart venus de la RDC. C'était le 31 mars au sud de Durban. Nous sommes enclavés, il n'y a pas moyen de sortir. Mais nous autres, même nous autres, il n'y a pas moyen que nous sortons en dehors de l'enclos. Nous sommes enclavés ici, nous ne savons pas ce qui se passe à l'extérieur. Nous sommes ici, nous ne savons pas là où nous sommes. En tout cas, nous sommes perdus. Ces événements sont survenus quelques jours après que le roi des Zoulous, Goodwill Zwelithini, la plus haute autorité traditionnelle du KwaZulu-Natal, eut appelé les étrangers à faire leurs bagages et quitter l'Afrique du Sud. Edouard, le fils du président Jacob Zuma, lui a donné tout son soutien quelques jours plus tard. Il y avait un groupe de Zoulous, des Sud-Africains. Ils sont venus nous voir et ils nous ont dit que le roi avait déclaré que les étrangers devraient rentrer chez eux. Ils ont commencé à nous frapper, à piller nos magasins et prendre nos affaires. Nous ne pouvions rien faire, nous avons dû appeler la police. Quand la police est venue, ils n'ont rien pu faire. From the police station, there's no way they transport us and bring us in this ground. There's no future here. Il n'y a plus d'avenir ici parce qu'à l'heure où nous parlons, ils sont toujours dans nos magasins et il n'y a plus de sécurité. Le roi a dit, vous n'êtes pas censé être ici, il faut partir. Soulignons qu'une explosion de violence avait fait 62 morts en 2008. La situation s'est nettement calmée depuis, mais des incidents sporadiques n'ont jamais cessé dans les townships, visant surtout les Bangladais, les Somaliens et les Éthiopiens, dont les magasins sont régulièrement pillés. Plusieurs centaines de boutiques tenues par des immigrés ont notamment été mises à sac en janvier à Soweto, le grand township de Johannesburg, des troubles qui ont fait une demi-douzaine de morts. Les agresseurs sont souvent des concurrents locaux qui les accusent de casser les prix ou des chômeurs leur reprochant de voler le travail des Sud-Africains. La situation des déplacés nigériens préoccupe les Nations Unies. L'UHCR, l'UNICEF et la coordination humanitaire régionale des Nations Unies pour le Sahel conjuguent leurs efforts pour mobiliser 74 millions de dollars US. Ce, afin de soulager les peines de ces déplacés victimes des exactions de Boko Haram. Réunis à Dakar ce jeudi, les responsables au sommet des Nations Unies se sont penchés sur la situation des 2000 réfugiés nigériens chassés par Boko Haram. Ce regain d'intérêt se justifie par le fait que ces déplacés sont exposés à beaucoup d'intempéries. La semaine dernière, plus de 200 personnes sont mortes de choléra dans le camp des déplacés de Minaoua au Cameroun, un camp qui compte déjà près de 32 000 réfugiés.
Pour la représentante régionale du HCR pour l'Afrique de l'Ouest, la priorité pour l'année 2015, c'est de continuer à poursuivre l'assistance, que ce soit au niveau de la santé, de l'éducation et de la nourriture. Face à la situation de ces déplacés nigérians et ceux du Sahel en général, des mesures subséquentes sont nécessaires. Au vu de l'ampleur de la crise et du retard du financement humanitaire, l'ONU a récemment décidé d'allouer 27 millions de son fonds central d'urgence pour financer la réponse à cette crise. 10 millions soutiendront des opérations au nord-est du Nigeria, tandis que le reste sera alloué aux besoins les plus urgents dans les pays. La région du nord du Nigeria, en proie à des violences depuis 2006, est aussi celle où la lutte contre la poliomyélite n'a pas encore prospéré. C'est donc un risque pour la communauté internationale de laisser perdurer une telle situation qui pourrait remettre en cause des acquis de développement. Le Nigeria est un des 3 pays avec l'Afghanistan et le Pakistan où la transmission de la polio n'a jamais été interrompue. Rappelons que l'insurrection islamiste a fait près de 13 000 morts depuis 2006. Le nouveau président promet finir avec les islamistes de Boko Haram les jours à venir avec le concours des forces de la coalition, surtout tchado-nigérienne. Au Nigeria, toujours, la police a intercepté un convoi de personnes en partance pour Zamfara dans le nord-ouest. Une situation décriée par les organisations de défense des droits de l'homme dans ce pays qui se prépare à élire ses gouverneurs le samedi prochain. Plus de précisions à travers ce reportage de notre correspondant au Nigeria, Abdoulaye Issa. La police nigériane a procédé à des arrestations ce jour dans la localité de Tinkafi dans l'état de Zamfara, dans l'extrême nord-ouest du Nigeria. De centaines de personnes probablement en route pour accomplir leur devoir civique du samedi 11 avril 2015. Ces arrestations interviennent au moment où les frontières terrestres du pays sont fermées depuis mercredi 8 avril 2015 à minuit, comme annoncé dans un communiqué du ministère nigérien de l'Intérieur. Au total, 127 personnes ont été appréhendées en route pour Zamfara. Les frontières de ce pays, qui resteront fermées jusqu'à dimanche midi, permettront un déroulement sans embâche du processus électoral dans un pays où les rivalités ethniques et religieuses sont d'actualité. Ce géant économiquement stable partage ses frontières avec le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin. Fermeture qui porte un coup dur dans les différentes activités économiques des paisibles citoyens de ces pays. Le pays qui vient de franchir le premier cap avec les scrutins du samedi 28 mars 2015 qui ont conduit à la victoire du candidat de l'opposition, Muhammadu Buhari, face au président Goodluck Jonathan, vivra une seconde période de peur, surtout dans les États avec les élections des gouverneurs et les parlementaires des États. Pourvu que tout se passe dans la symbiose et le calme, tout en faisant preuve de fair play, comme l'ont si chanté et martelé plusieurs candidats lors de la campagne électorale. Le chef de mission de l'OIF dépêché au Togo pour l'évaluation du fichier électoral avant la présidentielle du 25 avril prochain était face à la presse mercredi. Le général Siaka Sangari a fait le point face aux professionnels des médias sur les tâches exécutées au cours de son séjour. Il a ensuite déclaré que le fichier électoral à l'étape actuelle peut servir au scrutin même s'il n'est pas parfait. Le point avec Ferdinand Gadé, correspondant de Sika au Togo. Les anomalies sur les numéros de carte, les inscriptions multiples, les erreurs d'orthographe des noms, prénoms, professions ou encore sur les champs non codés, la complétude des enregistrements pour les inscrits et des investigations ont été également menées dans le domaine de la formulation et de l'exécution des requêtes pour faire ressortir toutes les anomalies du fichier électoral et établir des statistiques. Et les statistiques, après la correction du fichier électoral par les experts de l'Organisation internationale de la francophonie, ont permis d'avoir 3 509 258 électeurs qui iront dans les 8 994 bureaux de vote le 25 avril prochain sur toute l'étendue du territoire togolais. Et ceci afin d'élire celui à qui confier pour les 5 années à venir les destinées du Togo. C'est du moins ce que l'on peut retenir suite à la conférence de presse donnée à Lomé mercredi par le chef de mission de l'OIF, le général Siaka Sangari. Nous avons effectivement dénombré aussi 291 907 cas dont les numéros de cartes d'électeurs diffèrent des numéros de CRV auxquels les électeurs sont affectés.
et également la détection des mineurs ou d'étrangers sur le fichier. Venue au Togo le 9 mars dernier, cette délégation de 3 experts de l'Organisation internationale de la francophonie aura mis 1 mois environ pour parvenir à des listes électorales que le chef de mission qualifie de consensuelles, puisque les travaux de son évaluation ont été effectués avec les représentants de tous les candidats à l'élection présidentielle de cette année. Un fichier électoral est fiable quand il est consensuel. Et le fichier aujourd'hui que nous avons n'est pas parfait, il est perfectible. J'insiste beaucoup là-dessus. Il y aura toujours, vous prenez aujourd'hui, vous trouverez quelques anomalies, mais que l'état actuel permet, son état actuel permet de tenir le scrutin de 2015. Ainsi, depuis mercredi, les regards des citoyens togolais sont tournés vers la Commission électorale nationale indépendante CENI qui doit lancer les campagnes électorales prévues selon le code électoral togolais 15 jours avant l'ouverture du scrutin. En Birmanie, le président birman Thein Sein a tenu mercredi des négociations préélectorales avec les acteurs clés de la scène politique. Les discussions qui se sont tenues dans la capitale, Naypyidaw, étaient très attendues après une première rencontre tenue en octobre dernier. Nouveau round de négociations préélectorales en Birmanie. Le président a rencontré ce mercredi les différents acteurs clés de la scène politique du pays. La rencontre portait sur un projet d'accord de paix. Le projet en question a été élaboré la semaine dernière avec des groupes armés ethniques du pays en proie à la guerre civile. Les pourparlers reprendront vendredi. Parmi les sujets qui seront à l'ordre du jour, des amendements de la Constitution ainsi que la signature d'un cessez-le-feu à l'échelle nationale. Le président birman a insisté pour que les négociations se tiennent en présence des représentants des partis ethniques en conflit armé depuis des décennies avec le pouvoir central. Au Yémen, la guerre sévit et des combats opposent des rebelles aux partisans du chef de l'État. Cette situation va occasionner un pic de malnutrition dans les semaines à venir, selon le représentant de l'UNICEF dans ce pays. Il s'est exprimé jeudi dans les locaux de l'Organisation des Nations Unies à Genève. Le Yémen a toujours été un pays extrêmement vulnérable. En 2014, le taux de malnutrition chronique était aux alentours de 48%. Parmi les plus élevés du monde. Actuellement, dans les premiers jours des combats, on a pu vérifier 77 enfants tués au Yémen, ce qui est plus de tous les enfants qui ont été tués dans tous les combats au Yémen en 2014. On peut dire que jusqu'à 1/3 des combattants dans les groupes armés au Yémen sont des enfants. On va avoir un pic de malnutrition dans les semaines à venir, c'est malheureusement certain. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.